Nous ne pouvons pas avoir de célibataire à la table d'honneur, a chuchoté maman lors de la réception. J'ai vérifié mon téléphone diplomatique alors que la voiture du palais approchait. La princesse allait me demander par mon nom. Je m'appelle Emily Carter. J'ai 31 ans. Je travaille comme liaison diplomatique principale à Washington DC. Ma vie est habituellement faite de précision et d'enjeux très élevés. Mais malgré tout cela, ma famille a quand même réussi à me faire me sentir toute petite. Avant que je ne vous raconte comment tout a basculé, aimez et abonnez-vous, laissez un commentaire. D'où regardez-vous? Ils m'ont placé à la table 18. C'était juste à côté des portes de la cuisine. Je pouvais entendre chaque fracas, chaque assiette empilée, chaque instruction chuchotée par le personnel de restauration. C'était bruyant, c'était agité, et c'est là qu'ils m'ont mise. Le mariage de ma sœur était un événement majeur. Un très grand événement. La salle de bal était immense. Elle était remplie de lustres en or qui scintillaient de 1000 petites lumières. Il y avait des gens importants partout. Des politiciens, des mondains, des gens riches que je ne voyais d'ordinaire que dans les magazines. Ma sœur Vanessa était à la table d'honneur. Elle ressemblait à une princesse, voire à une reine. Sa robe était blanche, immense et étincelante. Son nouvel époux, William, semblait tout droit sorti d'un magazine de luxe. Sa famille avait de l'argent ancien, un pouvoir ancien, des noms anciens. Tout dans cet endroit transpirait l'importance, et moi, j'étais caché. Il m'avait placé derrière un grand paravent floral. C'était censé être joli, je suppose, mais cela ne faisait que me faire me sentir encore plus invisible, comme une réflexion après coup. Ma vue sur Vanessa était presque entièrement bloquée. Je ne pouvais apercevoir des bribes d'elle que par moments. Lorsqu'elle bougeait, ou quand quelqu'un se déplaçait, j'avais une vue plus claire sur l'entrée du personnel de cuisine que sur ma propre sœur en train de se marier. Vanessa m'avait appelé quelques semaines auparavant. Elle passait en revue le plan de table. Sa voix devenait toujours un peu aiguë lorsqu'elle était stressée ou lorsqu'elle faisait semblant de ne pas l'être. « Emily » avait-elle dit d'une voix faussement douce, « nous avons juste un peu de mal à caser tout le monde. Tu sais ce que c'est. Tant de personnes importantes. » J'ai écouté. J'écoutais toujours. Nous t'avons placé à la table 18. C'est une jolie table. Très chaleureuse. Chaleureuse? C'est ainsi qu'elle l'appelait. C'est juste une question de logistique, Emily, avait-elle ajouté rapidement avant que je ne puisse dire quoi que ce soit. Tu sais, la circulation des invités, la proximité des toilettes, juste des aspects pratiques. Mais je ne croyais pas à ces salades. J'en savais toujours plus quand il s'agissait de Vanessa. Et lorsqu'il s'agissait de ma famille, ce n'était pas une question de logistique. Ce n'était pas une question de circulation. C'était une punition. C'était un message clair, silencieux, mais assez fort pour que je l'entende. C'était une punition pour ne pas m'intégrer dans son monde, pour ne pas être assez glamour, pour ne pas avoir de mari riche, pour ne pas avoir le bon type de travail. Même si mon travail était plus important que quiconque dans cette pièce ne le soupçonnait, c'était une punition pour le simple fait d'être moi-même. L'Emily qu'il pensait connaître. La discrète. Celle qui ne causait pas d'ennui. Celle qu'il était facile d'oublier. J'ai pris une profonde inspiration. L'odeur du poulet rôti et d'un poisson raffiné s'échappait des portes de la cuisine. Le vacarme continuait. Le faible murmure des conversations des autres tables semblait à des kilomètres. J'étais dans un monde différent, pourtant dans la même pièce, sur ma propre petite île d'objets oubliés. J'ai lissé ma robe bleu marine. Elle était simple, élégante, du moins je le pensais, mais probablement trop simple pour eux. J'ai ressenti une douleur familière dans ma poitrine. Un pincement sourd et constant qui était là depuis des années. Le sentiment d'être ignoré, sous-estimé, comme si je n'étais jamais tout à fait assez pour eux. Ce n'était pas seulement une place près de la cuisine. C'était une déclaration, et je la comprenais parfaitement. Vanessa se mariait dans la famille Wellington. Ce n'était pas seulement un mariage. C'était un événement, une fusion stratégique dont ma mère rêvait depuis des années. Les Wellington étaient une dynastie. Leur nom figurait sur des bâtiments, sur des ailes d'université, sur des listes de dons de campagne politique. Ils avaient le genre de fortune qui n'avait pas besoin d'être ostentatoire, car elle était tissée dans la structure même de la ville.
William Wellington, mon nouveau beau-frère, en était l'héritier. Il était beau, charmant, et dégageait cette confiance naturelle propre à quelqu'un à qui on n'avait jamais dit non de toute sa vie. Ma famille était presque étourdie par tant de glamour. Pendant des mois, nos conversations téléphoniques ont été dominées par les préparatifs du mariage. Non pas pour parler d'amour ou de bonheur, mais de lieu de réception, de liste d'invités et, surtout, d'impression. La pression pour impressionner les Wellington était immense. C'était comme si toute notre famille était en période d'essai, et ce mariage était l'examen final. Je me souviens d'une conversation avec mon père un mois avant le mariage. C'était un avocat brillant, un homme fier de ses costumes bien coupés et de ses victoires au tribunal. Il m'avait fait asseoir dans son bureau, qui sentait les vieux livres et le cuir. « Émilie, avait-il commencé, sans me regarder mais en fixant un point sur le mur derrière ma tête, c'est une étape importante pour notre famille. Les Wellington sont des gens d'un autre calibre. Il est crucial que nous fassions tous bonne figure. » « Bien sûr, papa, avais-je répondu doucement. « Ta sœur s'en est très bien sortie, avait-il poursuivi, comme si je ne le savais pas. Elle a trouvé sa place. Maintenant, lors de ces événements, essaie simplement de suivre son exemple. Laisse-la parler, elle est ta mère. Pas besoin d'aborder des sujets compliqués. Sois juste agréable. Ne pas aborder de sujets compliqués. Il parlait de mon travail. Il parlait de ma vie. Tout ce qui n'était pas lié à la recherche d'un mari riche ou à l'organisation d'une fête. Ce n'était pas un ordre malveillant. C'était pire. C'était un rejet, une caresse condescendante sur la tête d'un enfant qui ne comprendrait pas une conversation d'adulte. Ce rôle de fille invisible n'était pas nouveau. On me l'avait attribué il y a bien longtemps. Je me souvenais de ma remise des diplômes au lycée. Vanessa, de 2 ans mon aînée, avait obtenu son diplôme avec mention, une bourse pour une école d'art prestigieuse et le premier rôle dans la pièce de théâtre de l'école. Sa fête de fin d'études avait été grandiose. Notre jardin était rempli de gens célébrant son avenir radieux. 2 ans plus tard, j'ai obtenu mon diplôme en tant que major de promotion. J'avais une bourse d'études complète à Georgetown pour les relations internationales. Ma fête s'est résumée à un petit barbecue familial. Mes parents disaient à tout le monde que j'allais devenir fonctionnaire. Ils le disaient avec le même enthousiasme que si j'allais devenir bibliothécaire. Stable, sûr, banal. Lorsque Vanessa a choisi sa robe de mariée, elle s'est envolée pour New York avec maman. Elles ont passé un week-end dans un hôtel 5 étoiles à écumer les boutiques de mariées exclusives. Je n'avais pas été invité. « Oh, ma chérie, tu te serais ennuyée à mourir », m'avait dit maman au téléphone. Ce n'est que du tulle et de la dentelle. Ce n'est pas vraiment ton truc. Tu es plus pragmatique. Pragmatique. C'était un autre de leurs mots pour me qualifier. Comme simple et effacé. Cela signifiait que je manquais d'imagination. Cela signifiait que je n'appréciais pas les belles choses. Cela signifiait que j'étais un crayon gris dans une boîte de couleurs éclatantes. Elle m'envoyait des photos de Vanessa dans d'énormes robes étincelantes. Elle était rayonnante. Je répondais par message, elle est tellement belle. Parce que c'était la vérité et que c'était ce que l'on attendait de moi. Personne ne me demandait ce que je pensais de ces robes. Mon avis sur l'esthétique était considéré comme sans intérêt. Mon travail était la source principale de leur incompréhension. Ils savaient que je travaillais pour le département d'État à Washington, mais leur vision de mon métier était digne d'une série télévisée des années 1950. Ils m'imaginaient en jupe grise, tapant des mémos dans un box beige. Une secrétaire, peut-être une assistante administrative. Ils ne pouvaient pas en comprendre l'ampleur. Ils ne pouvaient ou ne voulaient pas en imaginer la réalité. La réalité était que mon bureau n'était pas un box de travail. C'était un site sécurisé. Les mémos que je traitais étaient des documents confidentiels décrivant des stratégies de politique étrangère. Les personnes avec qui je me coordonnais n'étaient pas de simples chefs de service. C'étaient des ambassadeurs, des ministres des Affaires étrangères et des chefs de cabinet de chefs d'État. J'avais un jour passé 72 heures frénétiques à Genève, à peaufiner la logistique de pourparlers de paix de dernière minute. Je m'étais tenu dans les galeries dorées de palais pour conseiller discrètement des assistants royaux sur le protocole. Je m'étais retrouvé sur des pistes d'atterrissage au milieu de la nuit pour assurer l'arrivée fluide d'Air Force One en terre étrangère. Mon monde était fait de pression immense,
de précision et de conséquences majeures. Une seule erreur de calendrier ou de protocole pouvait déclencher un incident international. Je détenais une habilitation de sécurité, très secret. Le processus d'enquête avait été éprouvant. Des hommes en costume sombre avaient interrogé mes voisins, mes anciens enseignants, mes amis. Ils avaient fouillé chaque recoin de ma vie. Ma famille trouvait tout cela bien étrange. Ça paraît un peu excessif pour un emploi gouvernemental, non, avait dit ma mère, l'air inquiet, face à tout ce remue-ménage. J'avais essayé de l'expliquer une fois. Nous étions au dîner de Thanksgiving il y a quelques années. Un oncle m'avait demandé ce que je faisais exactement. J'avais commencé à parler de mon rôle dans la coordination des visites diplomatiques. Donc, m'avait interrompu mon père d'un geste de la main méprisant, « Tu es en gros une agente de voyage pour gens importants. » La table avait ricané et c'était tout. La conversation était passée à autre chose. Une agente de voyage. C'est ce qu'il comprenait. Ma carrière complexe, exigeante et vitale avait été réduite à des réservations de vol et d'hôtel. Je n'ai plus jamais essayé d'expliquer. Il était plus facile de les laisser sur leur image simpliste. C'était moins douloureux que d'essayer de leur faire voir la réalité, pour les voir ensuite la masquer de leurs propres suppositions. Leur trahison ne résidait pas dans un acte unique. Elle se trouvait dans un millier de petits rejets quotidiens. Dans la façon dont leurs yeux se voilaient dès que je commençais à parler de mon travail. Dans la manière dont ils posaient toujours leurs questions sur la politique ou les événements mondiaux à mon père, jamais à moi, la personne qui travaillait concrètement dans ce milieu. Dans leur croyance tranquille et constante que ma vie n'était qu'une transition, une salle d'attente avant un mari et des enfants, qu'ils considéraient comme le véritable but. Ainsi, lorsque Vanessa m'a dit que ma place était à la table 18 à cause de la logistique, je savais ce qu'il en était réellement. C'était la manifestation physique de ma place dans la famille, à l'écart. En dehors du tableau principal, la fille invisible, installée à côté de la cuisine bruyante pour que personne d'important n'ait à la regarder. Le dîner de répétition fut le début de la représentation. Il s'est tenu au Country Club des Wellington, un endroit aux pelouses verdoyantes s'étendant à perte de vue et doté d'un clubhouse qui ressemblait plus à un manoir. L'air était saturé de l'odeur de l'argent et de parfums coûteux. J'avais l'impression d'avoir besoin d'un laissez-passer spécial juste pour y respirer. La famille Wellington était là au complet, formant un bloc poli et intimidant. Madame Wellington, une femme aux cheveux argentés parfaitement coiffés et au sourire qui n'atteignait jamais ses yeux, a salué ma mère d'une bise aérienne. Monsieur Wellington a serré la main de mon père d'une poignée ferme et habituelle. J'avais passé une heure à me préparer, essayant de trouver dans ma garde-robe quelque chose qui réponde au code vestimentaire tacite. J'avais opté pour une robe fourreau noire, simple et bien coupée. C'était professionnel, élégant et intemporel. Une robe qui m'avait bien servi lors de dîners d'ambassade et de réceptions formelles. Dans mon monde, c'était tout à fait approprié. Dans le leur, c'était une erreur. Dès que je suis entré, le regard de ma mère m'a scanné de la tête aux pieds. Son sourire, si radieux et chaleureux pour les Wellington, s'est figé en une ligne mince. Elle m'a dirigé vers une alcôve tranquille, ses doigts s'enfonçant dans mon bras. « Émilie » a-t-elle sifflé d'un ton bas et pressant. Ses yeux parcouraient la pièce pour s'assurer que personne d'important ne l'entendait me réprimander. Nous en avions parlé. Je t'avais dit de faire un effort. J'ai fait un effort, maman, ai-je dit, ma voix étant à peine un murmure. C'est une robe classique. Elle est quelconque, a-t-elle dit, le mot tombant comme une gifle. Tout le monde ici s'est habillé pour faire la fête, et toi, on dirait que tu vas à une réunion d'affaires. Essaie au moins de ne pas avoir l'air. Quelconque. Quelconque. Le voilà de retour. Son arme préférée. C'était destiné à me faire me sentir inférieur. Et ça a marché. Une vague de honte m'a submergé. J'ai senti mes épaules s'affaisser. J'ai soudainement regretté que ma robe n'ait pas plus de couleur, un peu de brillance, n'importe quoi pour m'aider à me fondre dans cette foule étincelante. Évidemment, il était trop tard. J'étais déjà étiqueté comme la terne, celle qui ne comprenait rien. Ma cousine Jennifer, l'une des demoiselles d'honneur de Vanessa, s'est chargée d'enfoncer le clou. Elle s'est approchée, glissant vers nous dans sa robe d'un fuchsia éclatant, arborant un sourire large et prédateur. Elle m'a toisé de haut en bas, un soupir théâtral s'échappant de ses lèvres. « Oh, Émilie, regarde-toi,
s'est-elle exclamée d'une voix assez forte pour attirer l'attention de quelques invités proches. Ils se sont retournés, leur regard glissant sur ma simple robe noire avant de revenir vers le sourire complice de Jennifer. « Tu es si courageuse de porter quelque chose d'aussi modeste », a-t-elle dit d'un ton débordant d'une fausse admiration. C'était une mise en scène pour le petit public qu'elle venait de rassembler. Courageuse était son code pour dire « déplacée ». Modeste était son code pour dire « ennuyeuse ». Elle me dépeignait comme une créature pitoyable et ignorante qui ne maîtrisait pas les règles de leur jeu sophistiqué. Les badauds m'ont adressé des sourires fuyants et compatissants avant de se détourner, le jugement étant déjà rendu. Je suis resté planté là, un sourire poli et figé sur le visage. C'était le sourire que j'avais perfectionné au fil des années de ces petites humiliations publiques. C'était mon armure. À l'intérieur, je m'effondrais. Je voulais lui dire que ma robe modeste s'était trouvée dans la même pièce que 3 dirigeants mondiaux le mois dernier et que personne ne l'avait qualifiée de courageuse. Mais à quoi bon? Sa réalité se résumait à ce country club. Ma réalité était à des années-lumière. Pour elle, je n'étais que sa cousine célibataire un peu bizarre qui faisait un travail de bureau ennuyeux pour le gouvernement. Le dîner en lui-même fut un exercice d'endurance. J'étais assise entre un grand-oncle qui n'arrêtait pas de me demander si j'avais enfin un petit ami et un cousin de William, un jeune homme bénéficiant d'un fonds fiduciaire qui parlait sans fin de son voyage de ski à Aspen. Il m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Je travaille pour le département d'État, ai-je répondu. Ah, cool, a-t-il dit, les yeux balayant déjà la pièce à la recherche de quelqu'un de plus intéressant à qui parler. Donc, genre à la préfecture pour les permis. Je n'avais même plus l'énergie de le corriger. J'ai juste acquiescé et poussé un morceau d'asperge dans mon assiette. Tout au long du repas, j'ai senti leur pitié. Elle transparaissait dans le ton doux et condescendant de Madame Wellington lorsqu'elle me demandait « Et que faites-vous, ma petite ?» Elle se devinait dans la façon dont mon propre père s'empressait de répondre à ma place, disant « Elle a un travail agréable et stable à Washington. » Comme s'il s'en excusait. Elle se lisait dans les sourires attristés de parents qui voyaient mon célibat à 31 ans comme une tragédie personnelle. Je me suis souvenu d'un Noël en famille, il y a quelques années. Vanessa venait de se fiancer à William. Le cadeau de nos parents pour elle était un apport pour l'achat d'un appartement. Cela avait été annoncé en grande pompe. Mon cadeau était un mixeur haut de gamme. Pour le jour où tu auras enfin ton propre chez toi et quelqu'un pour qui cuisiner, avait dit ma mère avec un clin d'œil. L'allusion était claire. La vie de Vanessa commençait, tandis que la mienne était en suspens, en attendant qu'un homme vienne la compléter. Le mixeur était resté dans sa boîte dans mon appartement, monument de leurs attentes limitées à mon égard. Lors du dîner de répétition, Vanessa a fini par venir me voir. Elle était sublime dans une robe de cocktail blanche, mais elle semblait stressée. « Salut », m'a-t-elle dit sans me regarder dans les yeux. Jennifer m'a dit ce qu'elle a dit. Ignore-la, d'accord? Ne fais pas de scène. Elle ne me défendait pas. Elle me gérait. Elle avait peur que je réagisse, que je lui affiche la honte devant sa nouvelle famille parfaite. Elle n'était pas ma sœur à ce moment-là. Elle était une responsable des relations publiques gérant un problème potentiel. Je n'en ferai pas, ai-je dit doucement. Tant mieux, a-t-elle répondu, soulagée. Elle m'a brièvement serré l'épaule puis s'en est allée, retournant auprès de son fiancé, au centre de l'univers. Je suis resté assise là, ressentant tout le poids de leur perception de moi. J'étais le cas social de la famille, la fille célibataire, effacée et ordinaire. Celle qu'il fallait gérer, canaliser et dissimuler. Ils ne se contentaient pas de m'ignorer. Ils me victimisaient activement par leur pitié, leurs compliments détournés et leur incapacité profonde à voir qui j'étais réellement. Et j'acceptais tout cela. Je souriais de mon plus beau sourire professionnel et je laissais les morceaux de mon cœur se briser un à un. La réception de mariage était un chef-d'œuvre d'ingénierie sociale. Le sol principal était constellé de tables magnifiquement décorées, chacune formant un petit écosystème de pouvoir et d'influence. La table numéro 1, la table d'honneur, était réservée aux mariés et à leurs parents. Les tables l'entourant immédiatement étaient destinées au cercle intime des Wellington. Des sénateurs, des PDG et des personnes dont les noms de famille étaient aussi des marques célèbres. Ma famille, tante, oncle, cousin était installée un peu plus loin, profitant toujours de l'éclat de l'événement principal, mais clairement reléguée à un rôle secondaire.
Et puis il y avait la table 18, ma table. Elle n'était pas seulement près de la cuisine. Elle se trouvait dans un autre code postal, dissimulée dans un coin reculé, partiellement masqué par une grande fougère en peau et un paravent décoratif. C'était le pays des jouets cassés. Je me suis assise et j'ai observé mes compagnons d'infortune. Il y avait ma grand-tante Carole, qui approchait les 90 ans et m'avait déjà demandé 3 fois si j'étais Vanessa. Il y avait 2 cousins éloignés du côté de mon père, un couple terriblement timide qui semblait communiquer uniquement par des regards nerveux. Et il y avait un jeune homme que je ne reconnaissais pas, qui s'est présenté comme un cousin au 3e degré de William, étudiant dans un institut local. Il semblait tout aussi déconcerté d'être là que moi. Nous étions les détails négligés du plan de table, rapidement rassemblés et relégués dans l'ombre. La fête a commencé et le sentiment d'isolement est devenu presque physique. La musique de l'orchestre nous parvenait comme une vibration sourde, la basse résonnant à travers le sol, mais la mélodie se perdant dans la distance. Les rires de la table d'honneur ressemblaient au grondement d'un océan lointain. Les serveurs, utilisant l'espace à côté de notre table comme axe de passage principal, passaient en courant, le visage figé dans une concentration austère. Les portes battantes de la cuisine offraient une bande-son rythmée de casseroles s'entrechoquant et d'ordres criés, rappel constant des rouages s'activant derrière ce magnifique décor. Un courant d'air froid nous balayait à chaque ouverture des portes, transportant des odeurs de liquide vaisselle et de graisse chaude. J'ai essayé de lier conversation. J'ai interrogé tante Carole sur son jardin. Elle m'a parlé de ses roses primées pendant 10 minutes avant de me demander à nouveau si c'était moi qui me mariais. Les cousins timides répondaient par monosyllabes. Le cousin étudiant était occupé à envoyer des messages sous la table. Le silence à notre table offrait un contraste saisissant avec l'énergie vibrante qui remplissait le reste de la pièce. Nous étions des spectateurs, pas des participants. Les toasts ont commencé, et j'ai senti un nœud se serrer dans mon estomac. J'ai regardé mon père se lever, le torse bombé de fierté. Heureusement pour lui, il a parlé avec éloquence de Vanessa, son étoile filante, sa fille brillante et magnifique. Il a raconté une anecdote amusante sur son enfance, et la pièce a éclaté en rire chaleureux. Il a accueilli William dans la famille, le qualifiant de fils qu'il n'avait jamais eu. Son regard a balayé la pièce, mais il est passé directement au-dessus de mon coin, comme s'il s'agissait d'un espace vide. Il n'a jamais mentionné son autre fille. Pas une seule fois. Je suis resté parfaitement immobile, les mains crispées sur mes genoux, le visage figé dans un masque d'intérêt poli. À l'intérieur, c'était comme si une porte venait de se refermer doucement sur moi. J'ai laissé mon esprit s'égarer, jouant au jeu douloureux des regrets. J'ai regardé ma mère discuter joyeusement avec Madame Wellington, leurs têtes rapprochées, partageant un rire. Elles ressemblaient à de vieilles amies, comme si elles appartenaient au même club exclusif. J'ai imaginé la vie dont ils faisaient tous partie. Une vie de week-end dans les hantons, de bals de charité et d'influence naturelle. Une vie où je n'avais pas ma place. À un moment donné, je me suis levé pour aller aux toilettes, naviguant dans le labyrinthe des tables. Je suis passé devant une table où ma cousine Jennifer tenait salon avec nos autres cousins. Ils riaient aux éclats à une histoire qu'elle racontait. Alors que je passais, Jennifer m'a aperçu. Son sourire a fléchi une seconde. « Oh, salut Émilie », a-t-elle dit sur un ton plat. « Salut tout le monde », ai-je dit, essayant de paraître enjoué. Ils ont tous murmuré un bonjour, leurs yeux se détournant rapidement de moi, impatients de retourner à leur conversation. Personne ne m'a proposé de les rejoindre. Personne ne m'a fait de place. C'était un signal clair et tacite, tu ne fais pas partie de ce cercle. Je me suis éloigné, le son de leur rire retrouvé me poursuivant comme une ombre froide. C'était une chose minime, une interaction insignifiante, mais cela ressemblait à un millier de coupures de papier. C'était ce rejet actif qui faisait bien plus mal que la négligence passive du plan de table. Cette expérience m'a rappelé un événement professionnel auquel j'avais assisté quelques mois auparavant. C'était un gala à l'ambassade de France. L'ambassadeur lui-même m'avait accueilli à la porte. J'avais passé la soirée à discuter avec des diplomates et des attachés de politique commerciale et de sécurité mondiale. Les gens m'écoutaient quand je parlais. Ils me demandaient mon avis. Ils me traitaient avec respect. J'étais valorisé. J'étais vu. Le contraste entre cette nuit-là et celle-ci était si saisissant qu'il m'en donnait le vertige. Dans ce monde, j'étais une professionnelle respectée.
Dans ce monde-ci, celui de ma propre famille, je n'étais rien. Le coup de grâce est venu avec le toast de Jennifer. Elle s'est levée, une coupe de champagne à la main, ressemblant au chat qui venait d'attraper le canari. Elle a porté un toast à Vanessa et William, s'extasiant sur le fait qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Puis son regard m'a trouvé dans mon coin. Je savais ce qui allait arriver. Je me suis préparé. Certaines personnes, a-t-elle dit, la voix empreinte d'une fausse sympathie, prennent un peu plus de temps pour trouver leur voie, pour comprendre où est leur place, mais ce n'est pas grave. Elle a laissé échapper un petit rire cristallin. Nous les aimons quand même, n'est-ce pas? Une vague de rire poli et irréfléchi a traversé la pièce. Quelques personnes ont jeté un coup d'œil dans ma direction, le visage mêlé de pitié et d'un léger amusement. Ils pensaient que c'était une plaisanterie inoffensive, mais je savais que c'était une flèche soigneusement ciblée, trempée dans le poison de sa propre insécurité et conçue pour me blesser publiquement. Je n'ai pas réagi. J'ai bu une gorgée lente et délibérée de mon eau, la gorge serrée. J'ai gardé la tête haute et j'ai regardé droit devant moi, fixant une composition florale sur une table lointaine. Je ne lui donnerai pas la satisfaction de me voir pleurer. Je ne les laisserai pas voir qu'ils m'avaient brisé. Mais sous cette apparence calme, l'isolement était total. Je dérivais sur une île solitaire au milieu de l'océan de ma propre famille, et l'eau montait. Le gâteau de mariage a été découpé. La première danse a eu lieu. La fête était entrée dans une phase de musique forte et de danse énergique. Depuis mon poste d'observation de la table 18, c'était un tourbillon de robes de prix et de costumes sombres. J'ai senti une immense lassitude m'envahir, une fatigue profonde qui n'avait rien à voir avec le manque de sommeil. J'avais souri jusqu'à en avoir mal aux joues. J'avais enduré la pitié et les insultes. On m'avait fait me sentir tout à fait seul. J'en avais assez. J'ai décidé de partir. Je ne ferai pas de grande annonce. Je m'éclipserai tout simplement. Un fantôme quittant une fête où il n'avait jamais vraiment été invité. Personne ne remarquerait mon absence avant le lendemain matin, si tant est qu'on la remarque. C'était une pensée triste, mais c'était aussi un soulagement. Je pouvais retourner à ma chambre d'hôtel, enlever cette robe, effacer ce sourire poli de mon visage et être simplement moi-même. Je pouvais être cette personne respectée, cette personne qui avait un but, même si sa propre famille ne pouvait pas le voir. J'ai glissé la main dans ma petite pochette noire, mes doigts cherchant la carte de ma chambre d'hôtel. À ce moment-là, mon autre téléphone, celui qui était sécurisé, a vibré contre ma main. Ce n'était pas une vibration douce habituelle. C'était une impulsion nette et insistante, un rythme spécifique que je connaissais par cœur. C'était l'appel. C'était le signal que mon autre vie, ma vraie vie, m'appelait. En un instant, tout a basculé. La fatigue s'est envolée, remplacée par une décharge d'adrénaline. Mon entraînement a pris le dessus, balayant la douleur et l'humiliation. La fille blessée s'est effacée, et la liaison diplomatique principale a pris sa place. C'était mon monde. C'était là que j'avais le contrôle. Je me suis levé, mes mouvements calmes et délibérés. Tante Carole dormait maintenant profondément sur sa chaise, un léger ronflement s'échappant de ses lèvres. Les cousins timides fixaient leurs assiettes. Personne ne m'a vu quitter la table. Je me suis éloigné du bruit de la cuisine pour trouver un endroit relativement calme dans un large couloir menant aux toilettes. C'était faiblement éclairé, à l'écart du flux principal des invités. J'ai sorti le téléphone de ma pochette. L'écran était noir, n'affichant que l'icône sécurisée et cryptée. J'ai décroché, collant l'appareil contre mon oreille. Carter, ai-je dit d'une voix basse et assurée. Mademoiselle Carter, a répondu la voix à l'autre bout du fil. C'était Marc, l'un des meilleurs agents de mon équipe. Sa voix était un havre familier de professionnalisme tranquille. Toutes nos excuses pour le dérangement. Votre invité est à 10 minutes. En fait, 7 minutes maintenant. La circulation est fluide. Mon cœur a cogné un coup sec contre mes côtes. Mon invité. Son Altesse royale la princesse Amara de Kenyatta. Elle venait vraiment. Un souvenir a traversé mon esprit. 3 mois plus tôt, j'étais à Bruxelles pour une négociation difficile de 3 jours. L'accord commercial était sur le point d'échouer. La princesse Amara, représentant son pays, était frustrée et prête à claquer la porte. J'avais trouvé une petite clause négligée dans le traité,
un protocole datant d'un siècle qui lui donnait l'influence nécessaire. C'était inespéré, mais cela avait fonctionné. L'accord avait été sauvé. Plus tard ce soir-là, elle m'avait trouvé dans le hall de l'hôtel. Émilie, m'avait-elle dit, son attitude habituellement formelle remplacée par une chaleur sincère, vous avez fait plus pour mon pays en 3 heures que mes 3 derniers ministres en 3 ans. Je vous suis redevable. C'est mon travail, Votre Altesse, avais-je répondu. Non-sens, avait-elle insisté. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez-le-moi. Je suis sérieuse. Sur un coup de tête, me sentant détaché des drames familiaux qui se jouaient chez moi autour des préparatifs du mariage, j'avais dit, eh bien, ma sœur se marie dans quelques mois. Ce serait un honneur si vous pouviez venir. Je l'avais dit à moitié en plaisantant, comme un rêve. Je n'avais jamais pensé qu'elle accepterait, mais elle avait souri d'un sourire éclatant et sincère, envoyez-moi les détails. Je ne manquerais cela pour rien au monde. Et maintenant, elle était à 7 minutes. Compris, ai-je dit à Marc, mon esprit se reconnectant instantanément au présent. Heure d'arrivée confirmée. Protocole standard. Pas d'annonce. Je l'ai rejoint à l'entrée. Reçu, Mademoiselle Carter. Son équipe de sécurité est déjà en position sur le périmètre, a confirmé Marc. Merci, Marc. J'ai raccroché et j'ai glissé à nouveau le téléphone dans ma pochette. Mon point de rupture était arrivé, mais ce n'était pas un moment de larmes ou de désespoir. C'était un instant d'une clarté absolue. Ces dernières 48 heures, j'avais permis à ces gens de me définir. J'avais laissé leur monde étroit et mesquin rétrécir le mien. C'était fini. Je suis retourné vers la salle de bal, ma posture ayant changé. Ma tête était haute. Mes pas étaient décidés. Je n'étais plus une invitée. J'étais en service. J'ai repéré le coordinateur de la salle, un homme au visage stressé nommé David, qui dirigeait le personnel près de l'entrée principale. Je l'ai intercepté d'un ton direct mais non agressif. David, ai-je dit d'une voix calme, mais empreinte d'une autorité qui l'a fait s'arrêter net pour m'accorder toute son attention. Oui, madame. Tout va bien, a-t-il demandé, les yeux parcourant déjà la pièce. Dans environ 5 minutes, un cortège va arriver, ai-je commencé en gardant la voix basse. Il comprendra une escorte de sécurité. Ils accompagneront une invitée internationale de haut rang. Il a froncé les sourcils, confus. Madame, je n'ai personne de ce profil sur ma liste. Tous les VIP sont installés, a-t-il dit en désignant vaguement les tables de devant. Nous n'avons pas été informés. Vous n'avez pas été informé parce qu'il s'agit d'une visite privée, ai-je coupé calmement, sans lui laisser d'espace pour argumenter. Votre sécurité doit se retirer et laisser l'escorte entrante faire son travail. Ils seront discrets. Il ne doit y avoir aucune annonce, aucun bruit. Vous veillerez simplement à ce que le passage depuis l'entrée soit dégagé. Est-ce bien clair? Il m'a regardé, la bouche bée. Pour la première fois, il me regardait vraiment, non plus comme l'invité oublié de la table 18, mais comme quelqu'un qui tenait fermement les rênes. La diplomate professionnelle avait pris le dessus, et ma voix portait le poids de nombreuses situations de crise. Mais de qui s'agit-il, a-t-il bafouillé. Qui êtes-vous? Un léger sourire sincère est apparu sur mes lèvres. La douleur et l'humiliation de la soirée semblaient s'évanouir, remplacées par un sentiment d'anticipation grisant. La dynamique de pouvoir de tout l'événement était sur le point d'être bouleversée. Vous verrez, lui ai-je dit. Je me suis détourné de lui et je suis revenu vers ma table isolée dans le coin. Le vacarme de la cuisine, la musique étouffée, les rires lointains, tout cela n'était plus qu'un bruit de fond. J'ai regardé ma famille à travers la pièce, ma mère riant avec Madame Wellington, mon père parlant politique avec un membre du Congrès, ma sœur, la magnifique princesse du bal. Ils étaient tous si heureux dans leur petit monde parfait. Ils n'avaient aucune idée qu'ils allaient recevoir la visite d'une véritable Altesse royale. Et ils n'avaient aucune idée que leur fille invisible, celle qu'ils avaient cachée près de la cuisine, était celle qui en détenait la clé. Je suis retourné à ma table avec un sang-froid que je ne me connaissais pas. Les 5 minutes précédant son arrivée ont été les plus longues de ma vie. Je me suis assise sur ma chaise attitrée, celle située près des portes bruyantes de la cuisine, et j'ai simplement attendu. Mon cœur battait régulièrement, comme un tambour lourd contre mes côtes. Ce n'était pas un battement de peur ou d'anxiété,
mais la certitude rythmée d'une horloge égrenant les secondes avant un instant qui allait tout changer. J'ai croisé les mains sur mes genoux et j'ai observé la pièce. C'était comme si je voyais tout cela pour la première fois, non plus en tant que participante blessée, mais en observatrice stratégique. J'ai vu ma mère, la tête penchée juste ce qu'il faut, riant à une remarque de Monsieur Wellington. Elle jouait la comédie. Elle jouait le rôle de la belle-mère fière d'intégrer une famille puissante, et elle le jouait bien. Mon père était absorbé dans une discussion avec un élu local, gesticulant avec son verre de vin, l'air important. Et Vanessa, elle était sur la piste de danse avec William, la tête posée sur son épaule, le visage empreint d'un bonheur absolu. Elle était le soleil, et tous les autres étaient des planètes gravitant autour d'elle. Ils étaient tous si parfaitement à leur place, si sûrs de leur rôle et de la hiérarchie sociale de la pièce. Une étrange tristesse m'a envahi. Ils n'en avaient aucune idée. Puis j'ai vu le premier signe. À travers les grandes fenêtres de la salle de bal, j'ai vu le balayage de phares. Une première paire, puis une deuxième, puis une troisième. Les voitures étaient sombres, élégantes, et se déplaçaient avec une précision synchronisée qui n'avait rien d'ordinaire. Quelques invités près des fenêtres ont interrompu leur conversation, la curiosité piquée. Le coordinateur de la salle, David, se tenait près de l'entrée, se tordant les mains. Il avait vu les lumières lui aussi, et son visage était blême. Il m'a jeté un regard paniqué à travers l'immensité de la pièce. Je lui ai adressé un signe de tête presque imperceptible. C'était le moment. La musique, une chanson pop rythmée jouée par l'orchestre, a semblé faiblir. Le chanteur avait dû apercevoir l'agitation à l'extérieur. Le volume a baissé, le rythme a bégayé un instant avant de s'éteindre dans un silence embarrassé. Le faible murmure d'une centaine de conversations privées s'est tu, remplacé par une vague de chuchotements confus. Les têtes ont commencé à se tourner vers l'entrée. Que se passait-il? Y avait-il une urgence? Les premiers à entrer furent deux hommes. Ils n'étaient pas vêtus comme des invités de mariage. Ils portaient des costumes sombres, impeccablement coupés, avec des oreillettes à peine visibles. Leurs yeux balayaient la pièce avec une efficacité calme et intimidante. Ils ont pris position de chaque côté de la grande arche. Leur posture était immobile mais dégageait une énergie intense. C'était le service de sécurité royale. Je connaissais leur chef d'équipe, un homme bienveillant nommé Alistair. La pièce était désormais plongée dans un silence presque total. Une fourchette a tinté contre une assiette quelque part, le son résonnant dans le calme. Mon père a interrompu sa conversation, un froncement de sourcils agacé sur le visage. Ma mère a regardé, intriguée par cette interruption. Vanessa et William s'étaient arrêtés de danser et fixaient l'entrée comme tout le monde. Une Rolls-Royce noire et rutilante s'était arrêtée devant le perron, son moteur émettant un ronronnement à peine audible. Un chauffeur en uniforme impeccable est sorti et a ouvert la portière passager arrière. Pendant un instant, rien ne s'est produit. Le suspense dans la pièce était palpable, lourd et épais. Puis elle est descendue. Son Altesse royale la princesse Amara de Kenyatta se déplaçait avec une grâce qui semblait défier les lois de la physique. Elle ne marchait pas seulement, elle glissait. Elle portait une robe de soie vert émeraude foncé qui miroitait sous les lumières de la salle de bal. Elle était élégante, simple, et pourtant elle faisait paraître toutes les autres robes de la pièce comme de pâles imitations. Un diadème délicat en diamant était niché dans sa chevelure sombre relevée en chignon, captant la lumière et la projetant en mille éclats brillants. Elle incarnait la beauté, certes, mais plus encore, le pouvoir. Cela se lisait dans l'autorité tranquille de son regard, le port de ses épaules, le rythme mesuré de ses pas. C'était une femme habituée à imposer le respect dans des assemblées entières, des nations entières, sans jamais élever la voix. Un soupir collectif a parcouru la salle de bal. Les murmures ont éclaté, se propageant comme une traînée de poudre. Qui est-ce? Est-ce une célébrité? Regardez ce diadème. Est-il vrai? Elle doit être une amie des Wellington. J'ai observé M et Madame Wellington. Leurs visages étaient figés dans une confusion totale. Ils étaient les hôtes de ce rassemblement de pouvoir, et ils n'avaient visiblement aucune idée de l'identité de cette femme incroyablement royale. Ils ont échangé un regard de panique à peine dissimulé. C'était une variable imprévue, et les Wellington détestaient les imprévus. Ma propre famille était tout aussi stupéfaite. Mon père plissait les yeux comme s'il essayait de se souvenir d'un reportage télévisé.
Ma mère avait la main sur la gorge, les yeux écarquillés. J'ai vu Vanessa chuchoter quelque chose à William, qui a simplement secoué la tête, le visage blanc de stupeur. La princesse Amara s'est arrêtée un instant à l'entrée, ses yeux parcourant la pièce. Elle ne cherchait pas la table d'honneur. Elle ne cherchait pas les personnes les plus importantes. Son regard a ignoré les politiciens, les PDG, les Wellington, et mes propres parents. Ses yeux ont balayé la pièce, puis ils m'ont trouvé. Ils m'ont trouvé à la table 18, dans le coin près de la cuisine, et elle a souri. Un sourire sincère, chaleureux, éclatant, qui a transformé son visage royal en une expression d'amitié pure. La pièce s'est figée. Tout le monde a suivi la direction de son regard. Sans père Dieu, sans expression confuse ont toutes atterri sur le coin oublié de la pièce. Elles ont atterri sur le paravent floral. Elles ont atterri sur les portes battantes de la cuisine. Elles ont atterri sur la fille ordinaire dans sa simple robe bleu marine. Elles ont atterri sur moi. Puis elle s'est mise en marche. Elle ne s'est pas dirigée vers la table d'honneur pour saluer les mariés. Elle ne s'est pas dirigée vers les Wellington pour leur présenter ses hommages. Elle a traversé le vaste sol ciré de la salle de bal en ligne droite, d'un pas assuré et sans hésitation. Directement vers moi. Le silence était désormais absolu. Le seul bruit était le léger froissement de sa robe en soie et le clic discret et régulier de ses talons sur le marbre. À chacun de ses pas, la dynamique de pouvoir de la pièce se modifiait. C'était comme observer un champ magnétique se réaligner. Les limailles de fer se réorganisant selon un schéma incroyable et nouveau. Le centre de l'univers n'était plus la table d'honneur. Le centre de l'univers était la table 18. Elle est arrivée à ma table et s'est arrêtée. Elle sentait délicatement le jasmin. Elle m'a regardé, ses yeux sombres pétillants d'amusement et d'une affection sincère. Le mariage tout entier, ma famille tout entière retenait leur souffle. Émilie, a-t-elle dit, sa voix claire résonnant dans la pièce silencieuse. Elle s'est penchée pour m'embrasser sur les deux joues, un geste familier qui semblait incroyablement intime dans ce contexte. Tu ne pensais tout de même pas que je manquerais le mariage de ta sœur ? Le monde a semblé s'arrêter une seconde. Le son de la voix de la princesse Amara, si chaleureuse et familière, résonnait dans le silence de mort de la salle de bal. Mon prénom, Émilie, prononcé avec une telle affection par cette femme incroyablement élégante, flottait dans l'air comme une énigme que chacun essayait désespérément de résoudre. Je me suis levé, mes mouvements me semblant lents et délibérés, comme si je me déplaçais dans l'eau. Votre Altesse, ai-je dit, ma voix étant douce mais ferme. Je suis si honoré que vous ayez pu venir. Je sais à quel point votre emploi du temps est chargé. Non-sens. Elle a agité la main d'un geste décontracté, sans perdre son sourire. Je n'aurais manqué cela pour rien au monde. Je te l'avais promis, n'est-ce pas? Ses yeux ont parcouru notre petite table d'exclus. Elle a adressé un hochement de tête poli et digne à ma grand-tante Carole endormie et aux cousins ahuris. Puis elle a regardé la chaise vide à côté de moi, celle qui était restée vacante toute la soirée. C'était une simple chaise de réception, semblable à toutes les autres. Mais à cet instant, elle ressemblait à un trône en attente d'être revendiqué. Sans un mot, un membre de son service de sécurité est apparu à ses côtés pour lui tirer la chaise. La princesse Amara s'est assise, juste là, à la table 18, à côté de moi, près de la cuisine. Si la pièce avait été silencieuse auparavant, elle était désormais vide d'air. Le choc était si profond qu'il en était presque comique. Je pouvais sentir des centaines de regards me brûler la nuque. J'entendais presque les rouages tourner dans les esprits alors que chacun tentait d'assimiler ce qui se passait. Une princesse, une authentique princesse, était assise à la pire table de la salle. À côté de la fille invisible à qui personne n'avait prêté attention de la soirée. La princesse Amara a lissé sa robe émeraude, visiblement indifférente à l'onde de choc sismique qu'elle venait d'envoyer à travers la pièce. Elle a regardé au-delà de moi vers les portes battantes de la cuisine, qui à cet instant précis se sont ouvertes avec fracas pour laisser passer un commis de cuisine affolé. Elle s'est penchée vers moi. Une étincelle malicieuse dans les yeux, elle m'a dit dans un murmure bas et complice, la vue sur la cuisine est tout à fait charmante. Il y a tellement d'action, je n'ai pas pu y résister. Un petit rire sincère m'a échappé. C'était le premier son de joie véritable que je produisais de la soirée. Puis elle s'est redressée. Elle a légèrement haussé la voix,
juste assez pour que les tables environnantes et certainement la table d'honneur puissent l'entendre clairement. Son ton était léger, amical, mais ses mots étaient des projectiles de précision. C'est une bien curieuse coutume que vous avez ici en Amérique, a-t-elle dit, regardant autour d'elle d'un air d'intérêt anthropologique poli. Dans mon pays, nous installons les invités d'honneur et les conseillers diplomatiques de confiance près de la famille. C'est une marque de respect, voyez-vous. La proximité, c'est le pouvoir. Elle a marqué une pause, laissant ses mots faire leur effet. Mais j'aime tellement découvrir de nouvelles traditions. C'était cela. La vengeance silencieuse. Ce n'était pas une accusation. Ce n'était pas une exigence. C'était un simple constat livré avec l'autorité indiscutable de la royauté, et cela mettait à nu la profonde erreur sociale commise par ma famille. En 2 phrases, elle avait transformé leur plan de table d'un choix logistique en une marque de mépris. J'ai osé jeter un regard vers ma famille. Le sourire de ma mère avait disparu. Il ne s'était pas simplement estompé, il s'était effondré. Son visage était un masque de stupeur blafarde et horrifiée. Sa bouche était entr'ouverte et ses yeux fixaient la princesse, puis moi, puis à nouveau la princesse. Je pouvais voir les calculs frénétiques se faire dans sa tête alors qu'elle tentait de comprendre une situation qui dépassait complètement son entendement. Mon père s'était figé, son visage habituellement coloré et confiant était livide. Il me regardait, me fixant vraiment pour la première fois de la soirée. Le regard dans ses yeux n'était pas de la colère. C'était quelque chose de bien plus dévastateur. Une incompréhension totale et abyssale. Il ressemblait à un homme qui venait de découvrir que la terre n'était pas plate. William, le beau marié, avait pâli. Il continuait de regarder son propre père, qui semblait furieux. Cela ne faisait pas partie du plan. C'était une perturbation de l'événement parfait et contrôlé qu'ils avaient orchestré. Une princesse était censée se trouver à leur table, tel un joyau sur leur couronne sociale. Elle n'était pas censée être assise dans un coin avec la belle-sœur ennuyeuse. Et Vanessa. Ma sœur semblait avoir vu un fantôme. Son visage passait par toutes les émotions, l'incrédulité, le choc et l'horreur progressive de la prise de conscience. Son mariage parfait, sa journée idéale venait d'être détournée, et l'instigatrice de ce détournement, c'était moi. Les téléphones, qui s'étaient discrètement levés plus tôt, étaient désormais sortis au grand jour. Les invités ne prétendaient plus ne pas être intéressés. Ils regardaient ouvertement, chuchotaient et prenaient des photos. Le récit de la soirée avait changé. L'histoire n'était plus le mariage de Vanessa Carter dans la dynastie Wellington. L'histoire était désormais celle de la mystérieuse princesse venue pour la sœur effacée. Un serveur, tremblant légèrement, s'est approché de notre table. Il ne savait pas comment se comporter. Votre Altesse, a-t-il bafouillé. Puis-je vous proposer quelque chose? Du champagne? Ce serait charmant, a dit Amara en lui adressant un sourire chaleureux qui semblait avoir temporairement court-circuité son cerveau. Et une coupe pour mon amie Émilie également. Nous avons beaucoup de choses à fêter. Alors que le serveur s'éloignait en hâte, j'ai regardé la princesse Amara. J'ai ressenti un élan de gratitude si immense que les larmes m'en sont presque venues aux yeux. Elle avait fait plus pour moi en 10 minutes que ma famille en toute une vie. Elle ne s'était pas contentée de me voir. Elle avait forcé tous les autres à me voir aussi. Elle a croisé mon regard et m'a adressé un minuscule clin d'œil complice. À cet instant, assise à la pire table de la salle, je ne m'étais jamais sentie aussi puissante. La place n'avait pas changé, mais par sa simple présence, tout le reste s'était transformé. Les portes de la cuisine auraient pu être les portes d'un palais. Le paravent floral aurait pu être une tapisserie royale. Pour la première fois, je n'étais pas une intruse dans un monde d'emprunt. J'étais exactement là où je devais être, et le reste du monde était enfin en train de rattraper son retard. Le charme du silence ne pouvait durer éternellement. Il a été rompu par les pas lents et délibérés de Monsieur Wellington, Senior. C'était un homme habitué à être le centre d'attraction de toute assemblée, et il se dirigeait à présent vers ce nouveau pôle de pouvoir, l'air déterminé. Il était flanqué de mon père, qui semblait marcher vers sa propre exécution. Ils se sont approchés de la table 18 comme s'il s'agissait d'un territoire étranger, leur mouvement étant rigide et incertain. Votre Altesse, a commencé Monsieur Wellington, d'une voix basse et grave. Il s'est fendu d'une brève révérence maladroite, visiblement improvisée.
Je suis Charles Wellington. Au nom de nos deux familles, je tiens à vous présenter nos excuses. Il y a eu un terrible malentendu concernant l'attribution des places. Mon père se tenait juste à côté de lui, hochant bêtement la tête, le visage rouge et congestionné. Il a ouvert la bouche comme pour parler, mais aucun mot n'est sorti. La princesse Amara les a regardés d'un air de curiosité polie. Elle ne s'est pas levée. Elle ne les a pas invités à s'asseoir. Elle détenait tout le pouvoir et elle le savait. Un malentendu, a-t-elle répété, sa voix étant douce comme de la soie. Je ne le pense pas. Je suis exactement là où je souhaitais être, auprès de ma chère amie Émilie. Elle a posé délicatement une main sur mon bras. Ce geste simple était un ancrage, une déclaration publique de solidarité. Le regard de M. Wellington a glissé vers sa main, puis est remonté vers mon visage. La confusion dans ses yeux faisait lentement place à un respect teinté d'effroi. C'était un homme qui comprenait le pouvoir, et il commençait à réaliser qu'il avait commis une erreur stratégique monumentale au sujet de la femme effacée en robe bleu marine. Votre ami a enfin réussi à articuler mon père, les mots lui semblant étranges et difficiles à prononcer. Il me regardait comme si j'étais une parfaite inconnue, comme si des ailes m'étaient poussées. Bien sûr, a dit Amara, son regard se tournant vers lui, son sourire avait disparu, remplacé par une expression fraîche et analytique. Vous connaissez sûrement les fonctions de votre propre fille, le travail vital qu'elle accomplit. Mon père a balbutié. Eh bien, oui, bien sûr, elle a un poste gouvernemental très important, a-t-il marmonné, les mots sonnant creux et répétés. Nous en avons toujours été très fiers. Nous respectons simplement sa vie privée. Elle est très discrète sur ses réussites. C'était une pitoyable tentative de sauver les apparences, et la princesse Amara l'a immédiatement percée à jour. Elle a incliné la tête, le regard aiguisé et intelligent. Discrète, peut-être? Ou peut-être est-elle simplement habituée à ce qu'on ne lui pose pas la question. Les mots sont tombés comme un coup de poing. Mon père a visiblement tressailli. Amara a ensuite tourné son attention vers l'ensemble de la salle, qui restait suspendue à ses lèvres, haussant légèrement la voix pour se faire entendre, passant d'un ton de conversation à un ton solennel. Pour ceux d'entre vous qui l'ignorent, a-t-elle commencé, Emily Carter n'est pas une simple employée du gouvernement. Elle dirige l'ensemble de la coordination diplomatique pour les chefs d'État en visite au département d'État américain. Une vague de murmures a parcouru la salle de bal. Je voyais les gens se tourner les uns vers les autres, les sourcils levés de surprise. C'est elle qui veille à ce que le ballet délicat des relations internationales se déroule sans accroc, a poursuivi Amara, sa voix gagnant en assurance. Lorsque vos dirigeants se rencontrent, lorsque des traités sont négociés, lorsque des crises mondiales sont évitées, c'est souvent grâce au travail silencieux et acharné de personnes comme Émilie. Elle a joué un rôle déterminant dans de multiples négociations mondiales. Il y avait un accord énergétique crucial à Genève qui était sur le point d'échouer, menaçant la stabilité de toute ma région. C'est Émilie, en travaillant 36 heures d'affilée, qui a trouvé la solution. J'ai plus confiance en son jugement qu'en celui de la plupart de mes propres ministres. Ma mère, qui s'était lentement approchée, s'est figée sur place. Son verre de vin a glissé de ses doigts tremblants pour se briser sur le sol de marbre. Le bruit a résonné de manière excessive dans la pièce silencieuse. Personne n'a bougé pour ramasser les débris. Elle fixait simplement la scène, le visage ravagé par la honte et l'incrédulité. La mise au jour était totale. L'image simple et effacée qu'ils avaient peinte de moi était publiquement, méthodiquement et complètement effacée. À sa place se dessinait le portrait d'une femme d'influence, d'importance, d'envergure internationale, et ce portrait était dressé par une princesse. Finalement, Vanessa est arrivée. Elle s'est frayé un chemin à travers la petite foule qui s'était formée, sa robe blanche ressemblant à un drapeau blanc de capitulation. William la suivait de près, le visage sombre. Elle s'est arrêtée devant moi, les yeux écarquillés et implorants. « Émilie » a-t-elle chuchoté, la voix brisée. Je n'en avais aucune idée. Elle nous regardait, la princesse et moi, tour à tour. Tu ne nous as jamais dit. Tu ne nous as jamais parlé de tout ça. C'était l'accusation ultime, la dernière tentative de rejeter la faute sur moi. Tu nous as caché cela. J'ai regardé ma sœur, la reine du bal, le centre de l'univers de ma famille. Et pour la première fois, je n'ai ressenti ni colère ni ressentiment. J'ai seulement éprouvé une profonde et sincère tristesse pour ce que nous avions manqué,
pour ce que nous n'avions jamais eu. J'ai gardé une voix douce, de sorte qu'elle seule puisse m'entendre. Mais ces mots furent les plus lourds que j'ai jamais prononcés. Tu ne m'as jamais demandé, ai-je répondu. La vérité l'a frappé de plein fouet. C'était si simple, si incontestable. Son visage s'est décomposé. Son maquillage impeccable ne pouvait masquer la culpabilité brute qui était désormais évidente pour tous. Elle n'avait pas demandé. Mon père n'avait pas demandé. Ma mère n'avait pas demandé. Ils étaient tellement occupés à construire leur propre version de moi, la fille effacée et sans histoire, qu'ils n'avaient jamais pris la peine de regarder la réalité. Le changement dans la pièce était scellé. Je n'étais plus l'exclu. J'étais l'énigme. Ma cousine Jennifer fixait ses chaussures, le visage cramoisi. Les Wellington étaient en mode gestion de crise, tentant de bafouiller des excuses. Et ma famille était brisée. Leurs illusions confortables s'étaient brisées sur le marbre de la salle de bal, juste à côté du verre de vin de ma mère. La vérité avait éclaté, et je n'avais pas eu à prononcer un mot. L'atmosphère de la salle de bal était devenue lourde et étouffante. La fête continuait techniquement. L'orchestre avait commencé à jouer une mélodie douce et incertaine, mais l'énergie s'était envolée. L'ambiance était chargée de chuchotements, de regards et de la gêne palpable d'une hiérarchie sociale totalement bouleversée. Chaque regard dans la pièce semblait braquer sur moi, essayant de concilier la femme qu'ils avaient ignorée toute la soirée avec celle qu'une princesse qualifiait d'amie de confiance. La princesse Amara a sans doute perçu mon inconfort. Elle s'est penchée et m'a murmuré, « C'est une belle soirée. Et si nous allions prendre l'air ?» J'ai acquiescé, reconnaissante pour cet échappatoire. « Oui, s'il vous plaît. » Elle s'est levée, et la pièce a semblé retenir son souffle à nouveau. Elle a adressé un hochement de tête poli et détaché aux Wellington stupéfaits et à mes parents hébétés. « Si vous voulez bien nous excuser, » a-t-elle dit d'un ton qui n'admettait aucune réplique. Elle a posé une main légère dans le bas de mon dos, et ensemble nous nous sommes éloignés de la table 18. Nous avons traversé la foule de curieux comme un navire fendant la mer. Personne ne nous a adressé la parole. Personne n'a osé nous barrer la route. Nous avons franchi une porte-fenêtre pour sortir sur une large terrasse en pierre qui surplombait les jardins soignés du country club. L'air frais de la nuit fut un soulagement. C'était calme ici, les bruits de la fête ne parvenant plus que comme un battement lointain et feutré. Le ciel était dégagé, constellé de millions de petites étoiles. J'ai pris une grande intégrité de respiration, emplissant mes poumons de cet air frais et pur. C'était la première fois que je respirais vraiment de la journée. « Est-ce que tu vas bien, Émilie ?» a demandé Amara d'une voix empreinte d'une sollicitude sincère. « Oui, maintenant, ai-je dit, et je le pensais. »« Merci, Amara. Tu n'as pas idée de ce que tu as fait pour moi ce soir. »« Je pense que si, » a-t-elle répondu, le regard bienveillant. Elle a pris 2 coupes de champagne sur un plateau qu'un serveur de passage avait laissé sur la rambarde de la terrasse. Elle m'en a tendu une. J'ai constaté, a-t-elle dit d'un ton pensif, que les personnes véritablement puissantes ont rarement besoin de le proclamer. Ce sont les personnes peu sûres d'elles qui bombent le torse et réclament de l'attention. Tu fais partie des silencieux, Émilie. Ceux qui font simplement le travail. Ceux qui maintiennent le monde debout pendant que d'autres s'attribuent le mérite. Elle a levé sa coupe. Alors, portons un toast à ceux qui agissent dans l'ombre. À ceux qui agissent dans l'ombre, ai-je répété, la voix nouée par l'émotion. Nous avons trinqué, le tintement délicat du cristal offrant un contraste parfait avec le tumulte intérieur. Nous sommes restés là un moment dans un silence agréable, sirotant notre champagne et contemplant les jardins sombres. Le vent était frais. Pour la première fois depuis des années, peut-être de toute ma vie, mon cœur était léger. Le poids de leurs attentes, de leurs jugements, de leur pitié, tout cela s'était évanoui. Il n'avait pas été allégé par leur approbation, que je n'avais toujours pas. Il s'était dissipé avec la certitude que je n'en avais pas besoin. Je n'en avais jamais eu besoin. Ma valeur n'était pas une chose qu'ils pouvaient m'accorder ou me retirer. Elle était intrinsèque. Elle m'appartenait. Le calme a été rompu par le bruit de la porte-fenêtre qui glissait. C'était Vanessa. Elle avait les yeux rouges et gonflés d'avoir pleuré, et sa robe blanche impeccable semblait froissée. Elle m'a aperçu et s'est précipitée vers moi, ses mouvements étant désordonnés. « Émilie » a-t-elle sangloté, la voix rauque et désespérée.
Émilie, je suis tellement désolé. Elle a essayé de me prendre les mains, mais je les ai gardées serrées autour de ma coupe de champagne. La princesse Amara, avec la discrétion exquise d'une véritable diplomate, a fait un pas en arrière, nous offrant l'illusion de l'intimité tout en restant une présence silencieuse et rassurante à proximité. Je suis désolé, a répété Vanessa, des larmes coulant sur ses joues, ruinant son maquillage coûteux. J'ai été affreuse. Nous avons tous été affreux. Je n'en avais aucune idée. Je me sens comme la plus grande idiote de la Terre. Les Wellington. Tout le monde me regarde. S'il te plaît, Émilie, tu dois me pardonner. S'il te plaît. J'ai écouté ses paroles. C'étaient des excuses, certes, mais mêlées à sa propre panique, à sa propre honte sociale. Elle était désolée, mais elle l'était aussi parce que son mariage avait été perturbé, parce qu'elle s'était sentie humiliée devant sa nouvelle famille influente. Ces excuses n'étaient pas pures. Elles n'étaient pas uniquement pour moi. Et à cet instant, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin qu'elle le soit. Je n'avais pas besoin d'excuses parfaites de sa part. Je n'avais pas besoin qu'elle comprenne pleinement l'étendue de la douleur qu'elle avait causée au fil de décennies d'indifférence ordinaire. Exiger cela d'elle n'aurait fait que me maintenir enchaîné à cette souffrance, dans l'attente de quelque chose qu'elle ne serait peut-être jamais capable de me donner. J'ai regardé ma sœur, cette femme en pleurs et paniquée qui avait partagé mon enfance mais ne m'avait jamais réellement connu. Et j'ai ressenti une libération. Je te pardonne, Vanessa, ai-je dit, et ma voix était calme et limpide. Ces mots étaient sincères. Je lui pardonnais pour mon propre bien. Je me libérais de la colère, du ressentiment, des années de douleur accumulées. Je reprenais ma liberté. Une expression d'immense soulagement s'est dessinée sur son visage. Oh, merci, Émilie. Merci. Nous pouvons réparer cela. Je vais changer ta place. Je vais demander à papa de faire une annonce. No, les jeux interrompus doucement mais fermement. Le pardon était une chose. L'avenir en était une autre. Le pardon est pour moi, Vanessa. C'est pour ne plus avoir à porter ce fardeau. Mais il y a une chose que tu dois comprendre. J'ai pris une profonde impression de respiration, plongeant mon regard dans le sien. C'était la partie la plus importante. Je t'aimerai toujours parce que tu es ma sœur, ai-je dit. Mais je ne m'assiérai plus jamais à une table où je suis traité comme un fardeau. Je ne me ferai plus jamais toute petite pour mettre les autres à l'aise. Cette période de ma vie est révolue. Je fixais une limite, non pas un mur, mais une ligne claire et saine. Ce n'était pas une menace. Ce n'était pas un ultimatum. C'était une simple affirmation de ma propre valeur. Elle m'a regardé, ouvrant et fermant la bouche, mais aucun mot ne lui est venu. Elle ne comprenait pas. Pas vraiment. Mais elle finirait par comprendre, ou non. Cela n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était que moi, je comprenne. J'ai fini mon champagne et j'ai posé le verre vide sur la rambarde. Je lui ai adressé un dernier sourire un peu triste. Puis je me suis détourné et je suis parti. Je n'ai pas attendu sa réaction. Je n'avais pas besoin de gagner cette dispute. Il n'y a pas eu de scène. Il n'y a pas eu d'amertume. Il n'y avait que la paix. J'ai rejoint la princesse Amara, qui m'attendait avec un sourire discret et complice. Je crois que ma tâche ici est accomplie, a-t-elle dit doucement. On y va? Oui, ai-je répondu, le cœur plus léger que jamais de toute ma vie. Allons-y, ensemble, nous avons quitté la terrasse, laissant ma sœur, son mariage perturbé et mon ancienne vie derrière nous. La semaine qui a suivi le mariage fut un tourbillon de coups de téléphone. Des excuses décousues et confuses de mes parents, une invitation à un brunch de la part des Wellington, que j'ai poliment décliné. Je n'avais plus besoin de leur approbation maintenant que la tendance s'était inversée. J'en avais fini avec leur manigance. L'histoire de la princesse au mariage est devenue une légende urbaine dans les cercles mondains de Washington, mais ma vie, ma vraie vie, a continué son cours. Le mois suivant, j'ai reçu une promotion. Elle était en préparation depuis un certain temps, mais le timing a semblé être un signe du destin. J'étais désormais directrice adjointe des affaires protocolaires. Mon nom, Emily Carter, a commencé à apparaître sur les notes officielles du gouvernement et les dépêches diplomatiques. Le nom des Wellington, autrefois si important et imposant, a semblé disparaître des gros titres.
Leur pouvoir reposait sur des listes d'invités et des faux-semblants. Le mien reposait sur du concret. Quelques mois plus tard, j'ai accepté de participer à un reportage sur les femmes dans la diplomatie. Au cours de l'entretien, la journaliste m'a interrogé sur une rumeur concernant un mariage familial et une invitée royale. J'ai simplement souri. Il m'avait installé près de la cuisine, ai-je dit, le souvenir ne véhiculant plus de douleur, seulement de l'ironie. Si vous avez déjà été sous-estimé, si l'on vous a déjà fait vous sentir petit par les personnes même qui auraient dû vous élever, indiquez votre ville dans les commentaires. Aimez cette vidéo et abonnez-vous pour d'autres histoires où le silence se transforme enfin en force. Car parfois, la dignité est la plus retentissante des revanches.